Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Brian Berletic, ancien marine américain et expert en sécurité internationale, spécialisé principalement sur l'Eurasie. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir invité à Nubasmo. Je pense donc que je fais probablement partie des personnes qui avaient un certain optimisme initial à propos de Trump. C'est-à-dire que je pensais qu'il croyait, un peu comme moi, qu'il faudrait réduire l'Empire et s'adapter à la réalité pour sauver la République, puisqu'il n'était pas aussi obsédé que les autres par toute l'illusion libérale, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis doivent dominer pour que les valeurs démocratiques libérales survivent. Cependant, ce que nous avons vu, bien sûr, au cours de la semaine passée, c'est d'abord l'Iran en pleine négociation avec les États-Unis, puis Israël lançant une attaque surprise contre l'Iran, avec bien sûr le soutien des États-Unis, puis Trump annonçant qu'il prendra 14 jours pour réfléchir à ce qu'ils vont faire, et ensuite frappant également l'Iran. Je veux dire, le niveau de tromperie et d'agressivité est vraiment extrême. Encore une fois, tu es l'une des, je pense, la principale personne qui a toujours averti qu'il ne fallait pas faire confiance à Trump, que tout cela n'est que tromperie. Et j'imagine que, malheureusement, tu avais raison à ce sujet. Que penses-tu de cette attaque aujourd'hui? J'ai vu que Trump a fait un discours. Il a dit qu'il avait sauvé le monde d'une menace iranienne. Il a déclaré la victoire, une attaque spectaculaire. Les installations nucléaires iraniennes ont été complètement détruites. Que penses-tu des événements d'aujourd'hui? Tout d'abord, je ne prends aucun plaisir à avoir prédit cela ou à avoir eu raison. Je pense qu'il faut du courage et de l'intégrité pour que les gens admettent qu'ils ont été trompés. Ce n'est pas de leur faute. Ils espéraient des changements très positifs, voire nécessaires, tant pour la politique étrangère des États-Unis que pour la géopolitique en général. Je pense qu'il est très important que les gens regardent simplement ce qui se passe réellement maintenant et avancent à partir de ce que nous voyons. Je vois encore les mêmes personnes qui me disaient spécifiquement que les États-Unis n'attaqueraient jamais l'Iran, se tordent en tous sens pour expliquer pourquoi les États-Unis ont attaqué l'Iran et comment cela ferait encore partie d'un plan magistral pour aller vers la paix. Ce qui n'est pas le cas. Tout cela faisait partie d'une continuité d'agenda. Le président Trump, durant ses 4 premières années au pouvoir, a contribué à façonner le champ de bataille géopolitique pour ce conflit précis. Beaucoup de gens disent que cela ressemble peut-être à l'époque où le président Trump a assassiné le haut commandant iranien, le général Qassem Soleimani, et à la manière dont ils ont permis à l'Iran de frapper des bases américaines, ce qui a ensuite calmé la situation. Mais ce que les gens semblent oublier, c'est que tout l'objectif de l'élimination du général Qassem Soleimani était justement de façonner le champ de bataille géopolitique pour la guerre qui s'intensifie aujourd'hui. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il s'agissait d'une frappe israélienne sur l'Iran, rendue possible par les États-Unis. Israël serait physiquement, littéralement incapable de mener cela à bien sans le soutien total et constant des États-Unis. Je pense que les gens sous-estiment gravement à quel point Israël dépend des États-Unis pour absolument tout. Tout leur système de défense antimissile qui repousse les représailles iraniennes face aux frappes continues israéliennes et désormais américaines. Tout cela a été co-développé avec les États-Unis et financé par le Congrès américain. Ce n'est pas un exploit israélien, c'est quelque chose que les États-Unis ont donné à Israël, en plus de toutes ces options offensives qui, soit dit en passant, ont été conçues sur mesure pour cette guerre. Il ne s'agit pas d'armes et de munitions militaires d'usage général qu'ils avaient simplement sous la main.
Ils ont probablement accumulé ces armes au cours des administrations Biden et Trump en vue de cette attaque précise. C'était donc prémédité, et je n'aime pas insister là-dessus, mais ils ont rédigé ce plan noir sur blanc, et il est disponible publiquement depuis 2009. Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran, de la Brookings Institution. Je l'ai sous les yeux. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une fuite. Il est accessible au public depuis 16 ans, et ils l'ont expliqué très clairement. Les États-Unis poursuivraient la voie diplomatique avec l'Iran afin de servir de couverture et de créer une dénégation plausible pour une attaque israélienne. Ils ont littéralement tout un chapitre intitulé « Laissez faire Bibi », autoriser ou encourager une frappe militaire israélienne, où ils expliquent comment les États-Unis utiliseraient la diplomatie pour se distancer d'une attaque qu'ils admettent devoir eux-mêmes rendre possible. Et puis, il y a aussi tout un chapitre concernant des frappes aériennes américaines. Et ils ont expliqué que ce n'est pas une option qui serait utilisée seule. Ce ne serait qu'une option parmi d'autres. L'étape suivante, selon ce document, consiste soit à attendre, soit à fabriquer une provocation iranienne que les États-Unis pourraient invoquer pour élargir encore davantage la guerre. C'est là où nous en sommes actuellement. Cet article a raison. Je veux dire, ils expliquent vraiment tout en détail. Ça me rappelle un peu le rapport de la Rand Corporation de 2019, où ils exposent, tu sais, comment devrions-nous affaiblir la Russie. Et ils le font. Déstabiliser la Biélorussie, provoquer un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, affaiblir la Russie en instigant ou en intensifiant le conflit dans le Donbass. Oui, éliminer la Syrie. Je veux dire, les objectifs sont énumérés les uns après les autres, et tout est présenté comme des objectifs stratégiques. Mais ensuite, comme tu le dis, une fois que c'est mis en œuvre, tout est recouvert d'un voile libéral du genre. Eh bien, nous voulions juste aider les gens et promouvoir la démocratie libérale, tout ça. Oui, et c'est encore la même chose aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que nous nous appuyons pas vraiment sur un récit solide, que nous n'avons pas de récit en place, comme nous en avions un par le passé. Je veux dire, en Irak, tout avait été préparé bien à l'avance. Mais cette fois-ci, je vois les dirigeants de l'UMM, par exemple. Ils disent tout la même chose. Eh bien, Israël a le droit de se défendre. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Mais cela ne veut pas dire grand-chose quand on lance une attaque surprise contre un pays qui ne développe pas d'armes nucléaires. Donc, le récit n'est pas là, je pense. Je pense que ça va avoir des implications majeures, car blanchir ce jeu de pouvoir très barbare sous le voile de la démocratie libérale avait tendance à fonctionner par le passé. Je ne vois tout simplement pas cela fonctionner aujourd'hui. C'est un très bon point. Et c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaie d'attirer l'attention. Le fait que les États-Unis n'ont plus de temps. Ils ont ce plan de réaffirmer ce qu'ils appellent le leadership américain. Je parlerai plutôt de primauté, d'hégémonie sur la planète. Et nous voyons le monde multipolaire en train de se former. On voit la Chine s'élever de façon exponentielle. On voit les capacités militaires russes et chinoises combler l'écart, réduisant la supériorité de l'armée américaine. Et ils n'ont plus de temps. S'ils attendent 1 an, 5 ans ou 10 ans de plus pour agir, ils n'auront plus aucune réelle opportunité de le faire et de réussir, peut-être. Ils ne réussiront peut-être pas maintenant. Ils pourraient réussir maintenant à cause de l'audace de cette démarche et du fait que tant de gens semblent encore avoir été pris au dépourvu, alors que le plan est écrit noir sur blanc depuis 16 ans. Ils se précipitent pour faire passer cela. Parce que l'année prochaine, ou dans 2 ans, nous avons vu l'Iran rejoindre les BRICS. Nous avons vu des lignes ferroviaires être construites entre la Chine et l'Iran,
des partenariats militaires commençaient à se former entre l'Iran et la Russie et l'Organisation de coopération de Shanghai. Le monde voit ce que font les États-Unis, ce qu'ils essayent de faire pour réaffirmer leur pouvoir. Ils réagissent, et il y a une dynamique à cela. Et les États-Unis essayent désespérément de la briser. Donc, que le récit soit là ou non, que ce soit extrêmement risqué ou non, ils estiment qu'il vaut mieux tenter cela maintenant que plus tard. On peut voir la façon dont ils ont conçu ce conflit. C'est Israël qui est en première ligne. Tout le monde me dit qu'Israël est le maître, que l'Amérique est la marionnette. Mais les États-Unis ont utilisé Israël pour provoquer cela, en assumer la responsabilité et absorber le gros des représailles. Et c'est une répétition de ce que les États-Unis ont fait à la Russie via l'Ukraine. Et en même temps qu'ils font cela, ils se précipitent pour créer une dynamique similaire dans la région Asie-Pacifique contre la Chine. Donc je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que le récit soit tout à fait là. Ce qui est malheureux, c'est encore une fois la nature humaine. Beaucoup de personnes qui avaient placé leur espoir et leur confiance dans le président Trump et son administration ne veulent tout simplement pas admettre qu'elles se sont trompées, même si elles n'ont vraiment rien fait de mal. Mais elles refusent d'admettre qu'elles ont tort. Et elles se tordent encore une fois dans tous les sens pour défendre cela et pour créer de l'espace et du temps afin que les États-Unis puissent lancer une nouvelle guerre d'agression. Comment évaluez-vous le résultat réel des frappes? Parce que, comme je l'ai dit, Trump a immédiatement déclaré que c'était un grand succès. Nous avons tout anéanti, ces 3 installations nucléaires. Maintenant, nous entendons de l'Iran qu'ils avaient retiré une grande partie, voire la totalité, du matériel en préparation, et aussi que les bombes anti-bunker n'ont en réalité pas atteint leur cible à Fordo, qui est le site vraiment bien fortifié, profondément souterrain. Avez-vous d'autres informations concernant le succès de l'attaque américaine? Non, pas encore. Et je pense que les gens devraient simplement attendre et réserver leur jugement jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles. Bien sûr, les 2 camps vont affirmer que leur attaque a été brillante et réussie, tandis que l'autre camp aura tendance à dire que ce n'était pas le cas, même si ça l'était. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Ce que je dirais, et encore une fois, j'avais prévenu que ce serait le cas. Le fait qu'Israël mène ses frappes, l'une des principales raisons et l'un des objectifs, était de façonner le champ de bataille avant une intervention américaine. Nous avons donc vu Israël attaquer les défenses aériennes iraniennes, révéler sa capacité en missiles balistiques, peut-être pas dans son intégralité, mais une grande partie a maintenant été dévoilée. Cela a permis aux États-Unis d'ajuster leur posture militaire dans la région. Nous les avons vus déplacer des ressources. Il était tellement évident qu'ils allaient attaquer. Et pendant qu'ils faisaient cela, oui, il serait logique que l'Iran commence à déplacer tout ce qui a de la valeur hors de cette installation. Je ne sous-estimerai pas l'Iran. Tout ce dont les États-Unis sont capables à ce stade se heurte encore à une nation incroyablement dangereuse. L'Iran possède une armée extrêmement puissante. Oui, nous avons parlé de la pression exercée sur sa production militaro-industrielle, mais il dispose tout de même de capacités extrêmement dangereuses. Donc, je ne sous-estimerai pas cela. Et j'attendrai de voir, avant de surestimer la capacité de l'Iran à résister à cette attaque. Nous ne savons tout simplement pas. Nous ne savons pas à ce stade. Il est trop tôt pour le dire. Après l'attaque, cependant, lorsqu'il a prononcé son discours de victoire, Trump m'a un peu rappelé Bush brandissant la bannière « Mission accomplie ». Mais il a ensuite déclaré que le moment était venu pour la paix, que l'Iran devait revenir à la table des négociations. Encore une fois, c'est assez étonnant qu'ils aient été à la table des négociations
lorsqu'ils ont été attaqués. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que cela reflète la capacité des États-Unis ou de Trump à frapper l'Iran puis à le prévenir? N'osez pas riposter. Vous aurez maintenant une chance de paix si vous vous retirez et nous laissez vous bombarder sans conséquence. Pensez-vous que cela puisse réussir? Et dans quelle mesure? Ou bien pensez-vous que ce n'est qu'une façon d'essayer de faire passer l'Iran pour agressif? Parce que je n'arrive pas à imaginer un scénario dans lequel l'Iran ne riposterait pas, même face à la toute-puissance des États-Unis. Eh bien, encore une fois, c'est littéralement dans le plan. Les frappes aériennes sont censées provoquer une quelconque réaction de l'Iran. Et ils disent même dans le document que même si l'Iran ne nous attaque pas directement, nous pouvons prendre n'importe quelle action de leur part, ou même leur inaction, et l'attribuer à Téhéran pour l'utiliser comme prétexte afin d'élargir la guerre avec l'Iran. Donc oui, il est clair que les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de parvenir à un quelconque accord avec l'Iran. Quand on y réfléchit vraiment, les États-Unis n'avaient pas le droit de soulever cette question avec l'Iran en premier lieu. Ils ne sont pas l'arbitre des programmes nucléaires en Iran, ni ailleurs sur la planète, sauf à l'intérieur de leurs propres frontières. L'ONU n'a pas autorisé cela. Les États-Unis n'ont aucun droit de s'impliquer dans cette affaire. La seule raison pour laquelle ce sujet a été soulevé dès le départ était de créer un prétexte pour une nouvelle guerre d'agression américaine. Et, ironiquement ou non, cela implique des armes de destruction massives, un mensonge que les États-Unis ont littéralement proféré à propos du pays voisin de l'Iran sur la carte. En fait, ils ont dit la même chose à propos de la Syrie. Donc, je veux dire, 3 nations très proches les unes des autres dans la région, 3 mensonges, 3 guerres d'agression. J'espère donc que beaucoup plus d'Américains vont commencer à remarquer ce schéma. Eh bien, les Iraniens ont déclaré avoir déplacé leur matériel sensible. Mais qu'en est-il des Américains? Se sont-ils préparés à une riposte iranienne? Je veux dire, à quel point les Américains sont-ils vulnérables? Ils ont, je crois, environ 40 000 soldats dans la région. Ils ont déployé de nombreux moyens navals. À l'ère des missiles hypersoniques, à quel point sont-ils vulnérables? Je sais que c'est aussi en partie spéculatif, étant donné que nous n'avons jamais vu cela auparavant. Ce sont des armes relativement nouvelles, utilisées dans une guerre aussi massive entre 2 grandes puissances comme les États-Unis et l'Iran. Mais selon vous, à quel point les États-Unis sont-ils vulnérables maintenant que l'Iran prépare sa riposte? Bien sûr, si des actifs américains se trouvent à portée, ils seraient exposés à des représailles iraniennes. Les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient en train de déplacer leurs forces, et de nombreuses sources en ligne affirmaient que les États-Unis éloignaient leurs actifs de la portée des missiles iraniens. Ils disposent de moyens dans la région. Mais je pense qu'une partie de la stratégie américaine à ce stade, parce qu'ils se rendent compte que beaucoup de gens voient cela comme une répétition de l'invasion de l'Irak en 2003, les ADM, encore une fois, serait qu'un navire américain soit frappé et coulé, avec des centaines de pertes humaines sans précédent parmi les militaires américains. Cela pourrait être la provocation qu'ils recherchent pour justifier la guerre, générer du soutien et contribuer à l'escalade. J'ai vu des personnes en ligne, je ne citerai pas de nom, blâmer d'abord l'Iran pour avoir précipité cette attaque non provoquée d'Israël et des États-Unis contre lui. Ensuite, ils ont dit que si l'Iran ripostait, comme c'est son droit en vertu du droit international pour se défendre, alors que les États-Unis sont venus de l'autre bout de la planète pour provoquer cette guerre, ils soutiendraient les troupes américaines. Donc, c'est une possibilité, et c'est quelque chose qui résonne manifestement auprès d'au moins certaines personnes en Amérique, et probablement dans le reste du monde occidental.
J'imagine que dès qu'il y a des victimes américaines, l'instinct rationnel de la nature humaine cède la place à un instinct très différent, celui de la psychologie de groupe. Quand on voit son camp subir des pertes, tout se résume à nous contre eux. Soutenez-vous notre camp ou le leur. Cela pourrait donc avoir un impact énorme. Le passé est le passé. La question devient alors, de quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté des mollahs ou du monde libéral et démocratique? On comprend pourquoi beaucoup de gens, même ceux qui sont actuellement critiques, soutiendraient Trump si l'Iran ripostait. Mais encore une fois, je ne vois pas comment il pourrait faire autrement. Alors, comment voyez-vous l'escalade évoluer à partir de maintenant? Quelles sont les cibles américaines probables et quels dégâts peuvent-elles infliger? Parce qu'on fait souvent des parallèles avec l'Irak, mais en Irak, les États-Unis avaient déployé une immense armée de terre. Or, l'Iran est très difficile d'accès. Géographiquement, c'est un véritable bastion, protégé par la mer et les montagnes. Le pays est presque 4 fois plus grand que l'Irak, avec une population 2 fois supérieure, et les États-Unis n'y ont pas de troupes. Même la supériorité technique dont ils bénéficiaient face à l'Irak n'est pas aussi marquée face à l'Iran. Alors quelle douleur les États-Unis peuvent-ils infliger à l'Iran à ce stade, sachant que eux-mêmes, tout comme leurs partenaires de l'OTAN, ont déjà envoyé une grande partie de leurs armes pour combattre la Russie? Oui, absolument. Nous assistons actuellement au déroulement du conflit. J'ai entendu dire, et je ne sais pas si c'est vrai, mais les médias occidentaux rapportent que l'Iran riposte en frappant Israël. Et si l'on y réfléchit, cela a beaucoup de sens du point de vue de l'Iran. S'il devait frapper des cibles américaines, cela provoquerait exactement ce sur quoi nous sommes d'accord. Cela déclencherait une réaction irrationnelle du public américain. Il y a des personnes dans les médias, même malheureusement dans les médias alternatifs, qui attiseraient cette flamme, et cela aggraverait encore le problème de l'Iran. Donc, en attaquant Israël, cela oblige Israël et aussi les États-Unis à continuer d'étendre leur capacité de défense aérienne. C'est une ressource limitée pour les États-Unis. Ils sont incapables de la produire plus rapidement qu'elle n'est consommée. Et ce sont des capacités dont les États-Unis auront besoin, soit pour poursuivre, soit même pour intensifier le conflit avec la Russie en Ukraine ou ailleurs. C'est aussi une capacité dont les États-Unis ont désespérément besoin pour provoquer un quelconque conflit et avoir une chance de l'emporter contre la Chine dans la région Asie-Pacifique. Ainsi, ils augmentent le coût en ripostant contre Israël, qui est de toute façon une extension de la puissance militaire américaine dans la région. Et cela évite, je dirais à ce stade, la provocation inutile de donner à l'administration Trump exactement ce qu'elle recherche, ce que le document de politique de 2009 recherche, un prétexte à leur fournir pour élargir cette guerre, comme ils l'ont déjà planifié. Ils ont déjà déplacé leurs ressources. Si l'on observe la posture militaire américaine à l'échelle mondiale depuis l'administration Biden, ils l'ajustent en prévision de ce conflit qu'ils ont toujours eu l'intention de mener contre l'Iran. Mais il y a tout de même un dilemme. Je suppose que les Iraniens craignent de donner aux États-Unis un prétexte pour s'impliquer davantage dans cette guerre. Mais ne rien faire ne ferait-il pas que renforcer les Iraniens? Dans la guerre contre la Russie, on a vu un peu la même chose. L'OTAN a procédé à une escalade progressive en fournissant des armes plus puissantes, des missiles longue portée et en soutenant des attaques contre la Russie. Mais la Russie se retrouvait toujours face à un dilemme. Soit elle ripostait et risquait une guerre majeure avec l'OTAN, soit elle ne faisait rien. Mais alors, l'OTAN se sentait encouragée et désormais, elle pouvait attaquer les villes russes en toute impunité. Alors,
Qu'en est-il? J'ai du mal à imaginer que l'Iran soit prêt à s'affaiblir de cette manière. Il serait trop prudent, encore plus maintenant qu'avant la guerre, par procuration en Ukraine, pour permettre que sa capacité de dissuasion soit réduite. Qu'en penses-tu? Se limiterait-il à Israël? Attaquerait-il des navires américains? Viseront-ils des bases américaines dans les États du Golfe? Et pourrait-il même pousser les États du Golfe à se retourner contre eux? Encore une fois, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je me demandais ce que tu pensais des options que l'Iran pourrait envisager. Eh bien, vous soulevez à juste titre le dilemme auquel la Russie est confrontée dans la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie en Ukraine. Mais regardez comment leur stratégie s'est réellement déroulée. Je pense que beaucoup de gens diraient qu'ils ont l'avantage. L'armée ukrainienne s'épuise. L'Occident collectif est incapable de compenser les pertes ukrainiennes. Et si cela continue sur la même voie, l'armée ukrainienne finira par s'effondrer. Nous voyons la Russie prendre plus de territoire que jamais auparavant. Et ils n'essaient même pas de conquérir du territoire. Ils se contentent d'user les Ukrainiens et de prendre les territoires qu'ils abandonnent, dont ils disparaissent. Donc si l'on prend cela et qu'on l'applique à l'Iran, il est possible qu'un raisonnement similaire soit en cours. Je ne peux pas exclure qu'ils finiront par attaquer les forces américaines, mais je pense qu'ils voudraient d'abord s'assurer que les États-Unis mènent une guerre totale contre eux, avant de commencer à agir ainsi. C'est une stratégie très similaire à celle qu'ils ont utilisée contre Israël, qui a attaqué l'Iran à plusieurs reprises. Leur réponse a été très mesurée et proportionnée, et je pense qu'ils vont continuer dans cette voie. Nous devons nous demander de façon réaliste, quels dégâts des frappes de missiles iraniennes pourraient-elles causer aux installations américaines dans la région? Ils essayent déjà de frapper des installations militaires israéliennes, et il est difficile de dire quel effet cela a eu sur la réduction du rythme des opérations israéliennes contre l'Iran. Nous voyons toujours Israël mener des frappes à l'intérieur de l'Iran. C'est donc un problème énorme. Et il faut se rappeler que les États-Unis ne sont pas Israël. Ils disposent d'une présence militaire à l'échelle mondiale et de ressources considérables, hors de portée des missiles iraniens. C'est ce que la direction iranienne doit prendre en compte. Je sais que beaucoup de gens, émotionnellement, veulent voir une forme de représailles parce que c'est une injustice flagrante. C'est une guerre d'agression manifeste qui s'ajoute à des décennies de guerre d'agression. Et pour le président Trump, je crois qu'il a dit à un moment donné quelque chose comme « l'Iran est le tyran régional ». Je veux dire, quelle audace de dire cela, alors que cela a toujours été les États-Unis. Tout ce que fait l'Iran, et j'ai vu des personnes qui soutiennent l'administration Trump, même aujourd'hui, dire « Eh bien, les Iraniens disent « mort à l'Amérique ». Est-ce que ces gens sont conscients de ce que les États-Unis font dans la région depuis des décennies et des décennies? Encore une fois, il s'agit d'une région du monde qui se trouve à l'autre bout de la planète par rapport à l'endroit où se situent réellement les États-Unis sur une carte. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. Je pense que l'Iran, à moins d'être extrêmement faible et désespéré, penchera plutôt vers la patience. Mais encore une fois, il faudra attendre et voir. Ils ont eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Je ne sais pas quelle sera leur conclusion finale. Qu'en est-il de la dernière question que je voulais aborder, à savoir l'implication d'acteurs extérieurs? Vous avez mentionné, eh bien évidemment, je pense que c'est important, parce que je crois que tant les Chinois que les Russes considèrent cela non seulement comme une attaque contre l'Iran, mais aussi comme une attaque contre l'ensemble du modèle d'intégration eurasiatique. Vous avez évoqué la construction de routes, de ports, de chemins de fer,
l'interconnexion de la région. Donc si l'on parvient à neutraliser l'Iran, cela affaiblirait à la fois les Russes et les Chinois. Mais dans quelle mesure pensez-vous qu'ils pourraient être entraînés dans ce conflit? Je suppose qu'ils fournissent des armes et du renseignement. Mais encore une fois, ce n'est qu'une supposition. Voyez-vous des possibilités d'une implication plus directe? C'est une question qu'on me pose très souvent. Le problème auquel la Russie et la Chine sont toutes deux confrontées, c'est que, malgré les affirmations des États-Unis, selon lesquelles elles représenteraient une menace militaire mondiale, elles n'ont en réalité pas la capacité de projeter une puissance militaire significative au-delà de leurs frontières immédiates. La Russie a essayé en Syrie, et à cause de la guerre menée contre elle en Ukraine, elle s'est retrouvée surmenée et incapable de s'engager sur les deux fronts en même temps. Ils ont dû prendre une décision très difficile. Et s'ils n'ont pas été capables de soutenir le gouvernement syrien, je doute fortement qu'ils disposent d'une puissance militaire suffisante pour intervenir et faire une réelle différence dans ce conflit avec l'Iran. Ce serait également très dangereux, car nous parlons de 3 puissances nucléaires, si l'on part du principe qu'Israël possède aussi l'arme nucléaire, impliquées dans un conflit bien plus direct que la guerre par procuration en Ukraine contre la Russie. Et puis la Chine. Bien sûr, il faut se rappeler que la Chine a des dizaines de milliers de soldats américains tout autour de sa périphérie. Aux Philippines, où la présence américaine ne cesse de croître, en Corée du Sud et au Japon. Il y a aussi des centaines de soldats américains à l'intérieur même de la Chine, sur la province insulaire de Taïwan, qui est reconnue par le droit international et officiellement par le département d'État américain comme faisant partie de la Chine. Ils doivent donc faire face à cela. Il y a des missiles américains pointés sur eux tout le long de leur côte, en somme. Et au-delà de cela, les États-Unis mènent déjà une sorte de guerre par procuration contre la Chine elle-même. La déstabilisation du Xinjiang, cela remonte à plusieurs années. Ils ont repris le contrôle de la situation. Il y a un terrorisme continu au Baloutchistan, au Pakistan, où des ingénieurs chinois travaillant sur des infrastructures construites conjointement par la Chine et le Pakistan sont attaqués et tués. Ils ont même tenté d'assassiner l'ambassadeur chinois au Pakistan. Et bien sûr, au Myanmar, qui se trouve également à la frontière de la Chine, tout comme le Pakistan, une guerre par procuration soutenue par les États-Unis a lieu, visant le gouvernement central. Les terroristes soutenus et armés par les États-Unis au Myanmar ont attaqué à plusieurs reprises des investissements chinois ainsi que des infrastructures de l'initiative La Ceinture et la Route. Ils font donc déjà face à une menace énorme. Ils ont répondu à ces menaces. Ils n'ont pas la capacité de projeter leur puissance militaire en Iran. Toute l'aide qu'ils peuvent apporter à l'Iran, je suppose qu'ils la fournissent déjà. Ils ont sûrement vu cela venir, comme d'autres l'ont vu venir. Espérons donc qu'ils se sont préparés. De toute évidence, ce serait un coup dur si l'Iran venait à être renversé, si un changement de régime réussissait et que les États-Unis créaient un État failli là-bas. Ce serait une énorme perte pour le multipolarisme. Cela ne signifierait pas nécessairement la fin, mais ce serait une perte considérable. Et cela rappelle que rien n'est encore joué. C'est toujours une lutte cruciale, et ce n'est pas encore terminé. Oui, une chose qui m'intrigue aussi, c'est le Pakistan, parce que j'ai parlé au colonel McGregor, et il pense qu'il est possible que le Pakistan fournisse une véritable arme nucléaire à l'Iran si l'Iran était frappé par une arme nucléaire tactique par les Israéliens. Mais est-ce que vous, je ne sais pas, étant donné qu'ils ont eu des tensions et qu'ils sont loin d'être alliés, je suis un peu prudent avec cette hypothèse. Mais il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire. Ils peuvent aider l'Iran à intercepter certaines attaques de missiles, des drones,
Voyez-vous la possibilité que le Pakistan soit entraîné dans cette situation? Et en effet, ils ont utilisé un langage fort contre Israël qui laisse entendre qu'ils pourraient riposter directement avec une arme nucléaire. Donc, est-ce que tout cela n'est que des paroles? Ou, encore une fois, c'est très flou. C'est un terrain totalement nouveau. Eh bien, c'est important de garder cela à l'esprit. Nous sommes en terrain inconnu. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais produit auparavant, ou parce que nous pensons que cela ne se produirait pas normalement, qu'il n'y a pas de possibilité. Cependant, j'écoutais justement le président Erdogan en Turquie condamner Israël, ce qui, nous le savons, n'est que de la rhétorique creuse. Il fait partie de l'alliance dirigée par les États-Unis, qui a démantelé les alliés iraniens dans toute la région, laissant l'Iran vulnérable et isolé avant même cette attaque. Alors, est-ce que le Pakistan cherche à flatter sa propre population à la suite de ce conflit? Un conflit inutile qu'ils ont eu avec l'Inde. Je veux dire, inutile pour les deux camps. Je ne sais pas. S'ils fournissent un soutien matériel, on pourrait penser que les médias occidentaux s'en plaindraient, attireraient l'attention sur le sujet et essaieraient de faire pression sur eux pour qu'ils arrêtent. Tout comme cela a été le cas avec les pays qui soutiennent la Russie dans l'autre guerre par procuration non provoquée menée par l'Amérique en Ukraine contre la Russie. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons attendre et voir. C'est possible. Je veux dire, l'Iran bénéficierait de missiles balistiques supplémentaires, ou peut-être de composants ou d'une aide à leur fabrication, ou de certaines actions au-delà de leurs frontières pour empêcher les États-Unis et Israël de frapper et de détruire ces capacités, maintenir leur capacité de dissuasion et contribuer à augmenter le coût pour les États-Unis et leurs alliés israéliens dans cette guerre d'agression contre l'Iran. On pourrait penser qu'ils feraient cela, mais encore une fois, il faut attendre et voir. Beaucoup de gens doutaient que l'Iran et la Corée du Nord aidaient la Russie dans la guerre par procuration menée par l'Amérique contre eux en Ukraine. Il s'est avéré qu'ils aidaient effectivement. Donc, il faut juste attendre et voir. Je pense que c'est une possibilité. Non, j'étais aussi sceptique quand je l'ai entendu pour la première fois. Je ne pensais tout simplement pas qu'ils allaient, enfin, l'exiger. Mais bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des alliés. Bref, oui, Brian, merci beaucoup de m'avoir permis de te poser des questions. Ce sont des temps intéressants, mais je suppose qu'ils sont plus effrayants maintenant. Je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent ce qui a été fait ici. Ça va être quelque chose de très différent de l'Irak. Donc oui, encore merci. Merci.